Bonjour. Ce matin du mardi 5 janvier 2016, nous abordons des sujets très délicats. Tout à l'heure, nous avons fait une vidéo sur le critère de l'âge chez les femmes, en disant qu'on ne pouvait pas mettre dans le même sac les femmes jeunes et les femmes âgées, que c'était un mauvais mélange, une mixité douteuse, une promiscuité, et que la femme vierge, la femme jeune a des vertus que n'a plus la femme âgée. Et je voudrais parler maintenant d'un autre sujet qui m'est venu en écoutant une émission sur France Culture où il y avait Elisabeth de Fontenay qui parlait avec Adèle Van Rett sur France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, et qui traitait justement de l'animalité. Et Madame de Fontenay disait qu'il n'y a pas de raison de distinguer les droits de l'animal et les droits de l'homme. Nous faisons partie d'un même domaine, qui est celui des mammifères, notamment peut-être même des vertébrés. Et on voit le genre de dérive que ça peut produire que de fonctionner de cette façon. Par assimilation successive, on passe de Einstein au chimpanzé, voire même au lézard. Et cela m'a interpellé. Et je me suis dit que le nœud du problème, il était déjà bien en amont, dans la non-distinction, dans le déni de distinction entre les hommes et les femmes. Et puis se pose aussi la question des rapports du passage entre les hommes et les machines, les hommes et les robots, etc. Donc on peut effectivement avoir une approche extrêmement élargie, tout un prisme qui va de certains animaux à des machines, et puis au milieu il y aurait l'homme en quelque sorte. Voilà où on en est. Alors effectivement, c'est cette idée même d'une humanité unique qui fait problème et qui aboutit à ce genre de dérive, sinon de délire. Il est clair que l'humanité, par certains côtés, je dis bien par certains côtés, une certaine humanité, pas toute l'humanité, une certaine humanité, notamment l'humanité féminine, pour ne pas la nommer, entretient des rapports, enfin, en tout cas, comporte des points communs avec l'animal et avec la machine. En revanche, une autre humanité se situe bien au-delà de cette problématique dont je viens de parler. Il y a déjà une bonne douzaine d'années, j'avais publié un article important, je crois, sur le site de Alain Kieser, hommesetfaits.com, en montrant que, je crois que cet article s'appelait Tselem. Tselem, c'est en hébreu, c'est un terme qu'on trouve d'ailleurs dans la Genèse, ça veut dire l'image. Tselem Elohim, ça veut dire à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu. Voilà, je me souviens plus très bien pourquoi j'avais employé cette expression. Enfin, peu importe. J'avais mis en évidence le fait que la machine pouvait être en compétition avec certaines activités humaines et pas avec d'autres. Et que ces activités humaines avec lesquelles elle pouvait être en compétition, c'était plutôt celles qui étaient le fait des femmes que celles qui étaient le fait des hommes. Je veux dire par là, il ne faudrait pas exagérer, il y a évidemment beaucoup d'hommes qui ont des activités d'ordre féminin parce que tout simplement, la société est mal conçue, fonctionne mal. Donc il ne faudrait pas non plus profiter d'un certain nombre d'anomalies de la société pour en tirer des conclusions métaphysiques. Mais foncièrement, quand je dis les hommes au sens masculin, au sens de vir,
j'ai donné le mot vertu d'ailleurs, les hommes peuvent arriver à des sommets, ont la potentialité, ont la probabilité d'arriver à des sommets, et cette probabilité, elle est extrêmement faible chez les femmes, par rapport au même sommet. En revanche, par rapport à des perspectives moyennes, médiocres, là, il n'y a pas de problème. Et les animaux, les animaux peuvent aussi arriver à un certain nombre de choses qui sont communes avec les êtres humains. Avec les hommes, peut-être, mais eux, ils ont autre chose. Et avec les femmes, certainement, parce qu'elles n'ont pas autre chose. Donc elles sont plus... Donc il faut aussi comparer comme ça. On doit comparer des gens qui ont les mêmes limites. Si on compare deux entités qui ont des points communs, mais qui n'ont pas les mêmes limites, ça ne fait pas de sens. On ne va pas dire l'homme est comme le singe parce qu'il mange, parce qu'il boit, parce qu'il dort. Donc ça devient complètement fou. Donc c'est la question des limites qui est importante, et souvent c'est aussi un déni, c'est aussi une absence. On ne parle pas de cette question des limites, on se dit simplement, oui, il y a des similitudes. Mais ces similitudes, elles n'existent que si l'on intègre l'ensemble des potentiels. Sinon, ça ne veut rien dire. On peut aussi dire que nos cheveux sont des végétaux. Je veux dire, on peut dire n'importe quoi. Donc, faisons attention à ce genre de discours. Alors, chez Madame de Fontenay, il n'a même pas été question dans la conversation, dans l'entretien des hommes et des femmes. Non, non, c'est l'humanité dans son ensemble. Et déjà là, il y a méthodologiquement, épistémologiquement, une erreur de départ que n'a pas signalée et que n'a pas pu signaler Adèle Van Rett dans sa discussion avec Elisabeth de Fontenay. Voilà, donc voilà où on peut en arriver, voyez-vous, cette dérive qui nous engloberait dans un continuum animal, homme, humanité, machine, hein, et qui mélangerait tout en fin de compte. Et à mon avis, c'est ingérable parce que c'est pas là-dessus dont nous avons besoin. Et alors, pour revenir à la question des probabilités, une question qui aujourd'hui est de plus en plus importante, oui, parce qu'en fin de compte, on est obligé de tenir compte des probabilités, notamment dans la lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme, etc. On ne peut plus attendre simplement que des individus se manifestent. Il faut traiter le problème en amont. Et traiter le problème en amont, c'est évidemment le traiter à une bien plus grande échelle. Il ne s'agit plus de traiter le cas de quelques terroristes qui sont passés à l'acte ou qui ont franchi un certain seuil. Il s'agit d'aller bien en amont. Et donc de traiter des populations de plusieurs milliers, voire de plusieurs millions de sujets. Ça n'a rien à voir. Et là, il y a un basculement épistémologique de la sécurité, mais pas seulement de la sécurité, tout simplement de la formation, de l'éducation. Il est évident qu'il vaut mieux investir avec un maximum de probabilité de réussite, mais probabilité seulement, dans la formation, dans le soutien aux hommes qu'aux femmes, si on veut atteindre à des niveaux d'excellence. Bon, je crois que c'est une vérité qui sera de plus en plus évidente. Hein. De la même façon, il faut savoir que il vaut mieux communiquer avec des femmes jeunes qu'avec des femmes âgées, etc. On ne peut pas échapper à cette notion de quantitatif et de collectif. Ça n'est plus possible. On est dans une sorte de simulation de la statistique. C'est-à-dire que statistiquement, les probabilités pour que ceci ou cela puisse donner quelque chose sont comme ceci ou comme cela. On ne peut plus dire simplement oui, voilà, on ne sait pas, on verra. Ça n'est plus possible. On ne peut plus se permettre ce luxe-là. Il faut travailler en amont, donc il faut revenir à un certain nombre de vérités fondamentales au niveau sociologique, au niveau anthropologique et au niveau aussi du temps, du rapport au temps. Et là, les gens savent très bien que, par exemple, si j'ai pas beaucoup de temps pour faire quelque chose, ça ne va pas donner la même chose que si j'ai beaucoup de temps. Non mais je dis des banalités, mais ça aussi c'est un problème de probabilité. On sait très bien qu'on a plus de chances de se tromper si on est dans telle et telle condition que si dans telle autre condition.
Donc les conditions doivent être connues, parce que selon ces conditions, le résultat va en dépendre, tout simplement. Bon, donc les gens comprennent ça très bien au niveau du temps, ils savent très bien au niveau même de l'argent, que si on a tant d'argent à investir, ben, si on n'a pas beaucoup d'argent, on risque de faire des travaux qui seront précaires, etc. Ou des films qui seront mal conçus, etc. Donc tous ces phénomènes en amont, tous ces investissements, tout ce qui est disponible doit être maîtrisé. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a des gains d'économie, parce qu'on va parier, si on peut dire, sur les populations qui sont à risque. Et quand je dis risque, j'emploie le mot risque dans les deux sens, c'est-à-dire risque au niveau négatif, elle pourrait produire des effets négatifs, mais risque aussi au niveau positif. D'ailleurs, je vais donner d'exemples. Le risque, la probabilité, enfin je plaisante un peu en parlant en employant le mot risque, la probabilité que telle population puisse donner une proportion importante de génie est plus importante que telle autre population. C'est aussi simple que ça. Et si j'ai 10 fois moins de probabilité dans le groupe A que dans le groupe B, je ne vais quand même pas investir autant dans le groupe A que dans le groupe B, sous prétexte que puisque le groupe le moins prometteur, je ne vais quand même pas investir plus dans le groupe le moins prometteur, en disant, bah oui, mais il faut investir davantage pour que le groupe moins prometteur comble son handicap, je ne sais pas quoi. Enfin, on peut dire n'importe quoi hein, dans ce sens-là. Non, il vaut mieux, si le terrain est favorable, eh bien, il faut investir dans ce terrain favorable, parce que il est évident qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a pas assez investi, on n'a pas assez focalisé les investissements sur les éléments masculins, et qu'on a gaspillé énormément d'argent et de temps sur les éléments féminins qui ont une potentialité de réalisation au plus haut niveau extrêmement faible. Bon. Cela dit, bien entendu, je ne conteste pas que les femmes aient toute leur place dans notre société. La question est de savoir quelle est cette place. Et là, on n'est plus dans le domaine de l'égalité. Moi, je dis très clairement, tout le monde a sa place au sein d'une société. Que ce soit les immigrés, les femmes, les personnes âgées, n'importe quoi. Tout le monde a sa place dans le monde, mais ça n'est pas la même place.